Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer notre séance du Conseil municipal de ce mardi 28 février. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, mes chers collègues élus au Conseil municipal. Je salue également celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne locale de l'ASTV et sur les réseaux sociaux. Avant d'aborder l'ordre du jour de notre séance du Conseil municipal, je veux, en notre nom à tous, saluer la mémoire des personnes suivantes décédées récemment. Monsieur Lucien Berthoud, décédé le 12 février dernier à l'âge de 87 ans. Il a occupé durant de nombreuses années le poste de responsable des ateliers au service technique. C'était un personnage bien connu et particulièrement apprécié dans la ville. Il incarnait à la fois l'autorité, la rigueur, mais aussi la bienveillance et la bonne humeur. Monsieur Abdelkader Zouaoui, décédé le 27 février dernier à l'âge de 88 ans, ancien porte-drapeau de l'UNC. Et Monsieur Jean Le Garec, décédé le 19 février dernier à l'âge de 93 ans. Jean Le Garec était un personnage éminent du monde politique français, une figure déterminante du Parti socialiste. Dès 1981, il fut appelé au gouvernement au poste de secrétaire d'État des nationalisations, puis devint ministre délégué chargé de l'emploi et enfin secrétaire d'État chargé de la fonction publique de 1984 à 1986. Mais c'est surtout dans son rôle de député de la 12e circonscription du Nord, dont Grande-Synthe, notre ville, fait partie, qu'il a marqué notre territoire de 1997 à 2007. Il était très disponible et engagé auprès de ses concitoyens. Il organisait régulièrement des permanences à Grande-Synthe. On retiendra aussi de lui son combat mené avec acharnement aux côtés des travailleurs touchés par l'amiante pour la reconnaissance de leurs droits.
Au nom de la ville de Grande-Synthe et de notre conseil municipal, j'ai tenu à assister hier matin à ses funérailles au cimetière du Père-Lachaise à Paris, pour lui rendre un dernier hommage. Aussi, j'adresse aux familles et aux proches de M. Le Garec, de M. Berthoud et de M. Zouaoui nos sincères condoléances. Il y a 1 an et 4 jours très exactement, éclatait le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre effroyable aux portes de l'Europe. Guerre qui était censée être à l'origine une opération éclair. Malgré les nombreuses tentatives diplomatiques des pays occidentaux, le conflit n'a cessé de se durcir. Malheureusement, 1 an plus tard, aucune perspective de cessez-le-feu n'est en vue. L'Ukraine fait mieux que de résister aux assauts de la puissance armée russe. Le bilan aujourd'hui se compte par dizaines de milliers de victimes militaires et civiles de part et d'autre, sans parler des villes et villages détruits, provoquant l'exode de milliers de personnes civiles vers les pays européens. Cette guerre a eu presque immédiatement des conséquences désastreuses en matière économique dans le monde. Hausse des prix de l'énergie, des produits alimentaires, des matières premières, rupture de stock, délais de livraison rallongés. En France et à notre échelon, des mesures de sobriété énergétique ont été prises pour pallier à la flambée des coûts de l'énergie. Toute notre économie est impactée. Vous le constaterez tout à l'heure lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire de la ville. Nous subissons de plein fouet les effets catastrophiques de cette crise économique. Et il s'agit pour nous, élus locaux, d'adapter nos politiques publiques en conséquence. Une autre catastrophe qui a eu lieu le 6 février dernier, avec ce puissant séisme qui a frappé la frontière entre la Turquie et la Syrie. Séisme provoquant la mort de plus de 50 000 personnes, ainsi que de plus de 100 000 blessés. Comme je l'ai annoncé lors de notre précédent conseil municipal le 7 février, la ville de Grande-Synthe s'est mobilisée en faisant appel à la solidarité locale. Ainsi, en 8 jours de collecte, sous l'impulsion du service de la vie associative, renforcé par 5 associations de la ville, 296 personnes se sont déplacées à la Maison de la Citoyenneté pour y déposer un total de 845 dons, ce qui représente 15 palettes qui partiront ce jeudi pour la Turquie et la Syrie, avec le concours du Secours populaire français. À cela s'ajoutera une délibération que je vous proposerai tout à l'heure, dans quelques minutes, pour une aide financière au Secours populaire du Nord et confirmer le soutien de notre conseil municipal et de la ville aux sinistrés de cette catastrophe. Je reviens également sur le climat social désastreux dans notre pays. Le combat se poursuit contre le projet de réforme des retraites imposé par le gouvernement. Le prochain mouvement de contestation contre cette réforme va se traduire le 7 mars prochain par une opération de grande envergure impulsée par l'intersyndicale qui confirme sa détermination en souhaitant mettre la France à l'arrêt. Comme les fois précédentes, je soutiendrai activement ce mouvement en participant à la manifestation aux côtés des travailleurs. Par contre, je n'imposerai pas la fermeture de la mairie, préférant laisser libre choix à chaque agent de participer ou non au mouvement. Un mot enfin, pour revenir sur le succès de nos festivités carnavalesques. Avec le bal des Pinches, la bande des pêcheurs, le carnaval et le bal enfantin organisés par l'association des Amis des Géants, autant de manifestations qui ont connu une belle affluence pour la ville de Grande-Synthe. Je remercie chaleureusement la commission carnaval, les services municipaux et tous les partenaires pour leur parfaite application aux côtés d'Éric Fontaine, notre élu délégué aux festivités locales. Je veux aussi saluer la présence ce soir à notre séance du conseil municipal des jeunes en service civique de l'OGS Football, dans le cadre de leur formation sur le fonctionnement de la collectivité. Enfin, j'adresse à M. Faisal Megheni nos sincères félicitations pour son titre de vice-champion de France de boccia obtenu ce week-end. Vous avez aussi sur table le dernier ouvrage édité par l'association Mémoire de Grande-Synthe en partenariat avec la ville de Grande-Synthe, dans lequel l'association reprend l'ensemble des militaires morts pour la France dans les conflits internationaux depuis 1870. On attache une importance particulière au travail de cette association qui travaille énormément pour le devoir de mémoire sur la ville et je tiens aussi à les remercier. Je vous propose que le secrétaire de séance soit M. Benoît Cuvillier, en l'absence de M. Denis Vergrit. Benoît, tu es le plus jeune d'entre nous. Profites-en, ça ne dure jamais. Et je peux te le dire par expérience. Y a-t-il d'autres candidatures pour être secrétaire de séance? Non, donc Benoît Cuvillier, je te laisse, Benoît, faire l'appel des élus. Merci Martial, merci Monsieur le maire. Axe Marjorie, Afaska Kadouj, Amichi Keltoum, Arabe Redouane, pouvoir Nicolas Damy,
Belkala Najat, Beyar Martial, Calonne Nicolas, Shabab, ouais. Najat Belkana me donne pouvoir. D'accord. Shabab Selima, Cordier Claudine, Cuvillier Benoît présent, Dacosta Albert, Da Silva José, Damine Nicolas, Dassonville Michel, Desmazières Nathalie, El Abassi Habib, donne pouvoir à Madame Axe, Fanchon Karine, Fontaine Éric, Abchi Aïcha, Juste Patrick, Junot Bernard, Leca David, Maza Sylvain, Mesman Vanel Chantal, Michel Daniel, Pâques Véronique, pouvoir à Madame Desmazières, Pinella Table Michel, Plaquet Jean-Christophe, Ria Fetti, Samier Vanlard Odile, absente donne pouvoir à Vanel Chantal, Sergent William, absent donne pouvoir à Fontaine Éric, Tuile Karima, Vanel Anne-Sophie absente, donne pouvoir à Bayard Martial, Vergrit Denis absent, me donne pouvoir, et Zambil Gossion Sarrazin, Nadia. Merci. Merci Benoît. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. Je vous propose de commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 7 février 2023. Appelle-t-il des commentaires uniquement sur la forme et non pas le fond? Non, donc on peut le passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Nous commençons nos délibérations par l'administration générale et la création d'un poste de chargé de projet justice et solidarité alimentaire. Madame Desmazières. Merci, Monsieur le maire. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir le bon texte. C'est bon. Oui, c'est ça. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la nécessité de procéder au recrutement d'un agent contractuel pour mener à bien le projet suivant. Dans le cadre de sa démarche de ville en transition, la commune de Grande-Synthe a pour ambition de contribuer à mettre en œuvre un système alimentaire à la fois plus ancré dans le territoire, plus résilient et durable. Depuis 2020 et jusqu'en 2026, la municipalité va déployer un ambitieux plan agriculture et alimentation durable en transversalité avec l'ensemble des services de la municipalité. C'est dans ce cadre que la ville a répondu à l'appel à projet de la Fondation Carasso en partenariat avec AgroParisTech, territoire en transition agroécologique et alimentaire TETRA, pour lesquels elle est lauréate aux côtés de 8 autres territoires français. Inscrit dans ce programme, le projet Démocratie et autonomie alimentaire à Grande-Synthe, porté par la ville, se déploie sur une durée de 4 ans autour de 3 actions phares. Une enquête populaire sur les pratiques et besoins alimentaires des habitantes, l'émergence d'une micro-ferme communale pour l'entraide alimentaire et la création d'une maison de l'alimentation durable, MAD, tiers-lieu nourricier dédié à l'autonomie alimentaire et l'accès à toutes et tous à une nourriture saine et durable. Lieu vivant et multifonctionnel, la MAD devra fédérer autour du faire ensemble les initiatives et les acteurs motivés par la défense d'un système alimentaire plus juste, plus démocratique et plus durable. Les missions seront les suivantes. Mobiliser et animer le collectif des futurs usagers et des associations partenaires de la MAD, accompagner l'émergence d'une épicerie collaborative et d'une cantine populaire au sein de la MAD, penser et mettre en place une concertation autour des outils de gouvernance, de pilotage, pour assurer la complémentarité des fonctions et activités au sein de la MAD, expérimenter des usages et les fonctions du futur tiers-lieu, favoriser l'appropriation du lieu par les usagers en organisant de temps de travaux collectifs, des ateliers de valorisation des savoir-faire culinaires locaux, informer le collectif d'acteurs sur les enjeux et l'actualité du droit à l'alimentation de justice alimentaire, faire émerger une mise en récit autour de la mobilisation citoyenne pour un accès digne de toutes et tous à l'alimentation saine et durable. C'est pourquoi il est nécessaire de créer un poste de chargé de projet justice et solidarité alimentaire
à temps complet dans le cadre d'attaché territorial relevant de la catégorie A. Ce projet s'inscrit dans une démarche s'étalant jusqu'en 2026. Il est donc demandé au conseil municipal de créer, selon les missions définies ci-dessus, un emploi non permanent comme suit. Un contrat de projet pour une durée prévisible de 3 ans, du 1er mai 2023 au 30 avril 2026, sur le grade d'attaché territorial, grade de catégorie A, à temps complet pour exercer les fonctions de chargé de projet justice et solidarité alimentaire. Le candidat retenu devra justifier de connaissances en lien avec le poste proposé, économie circulaire, économie sociale et solidaire, politiques publiques alimentaires, justice alimentaire, et devra détenir au minimum un diplôme de niveau 7, Bac+5. La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade d'attaché territorial, grade de catégorie A. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Axe. Je vois qu'il est subventionné, en fait. Est-ce qu'on a calculé le reste à charge pour la collectivité? Subventionné à hauteur de 80%. Autre demande de prise de parole? Non, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 2, la création d'un emploi non permanent de chargé de projet développement européen. Nathalie. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, susvisé, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la nécessité de procéder au recrutement d'un agent contractuel pour mener à bien le projet, l'opération suivante. La ville de Grande-Synthe poursuit son engagement dans les projets européens et les relations internationales. Après avoir développé le projet Snapshots from the Borders, clôturé en octobre 2021, même si l'audit est toujours en cours au niveau de l'Union européenne, le projet Sirène est, quant à lui, toujours en cours. La ville de Grande-Synthe a accueilli l'ensemble des partenaires en juin 2022 autour du thème du Brexit. Le projet se poursuivra au cours de l'année 2023. La ville de Grande-Synthe se positionnera pour un 3e engagement dans le cadre du programme européen DEAR. Cet engagement se déclinera autour de 2 axes dans le cadre du partenariat du réseau Villes et Îles Frontières. Premièrement, Sublime, DIRLO 5, un projet de 4 ans. Il s'agit du même fonds de financement que le projet Snapshot. La thématique est les objectifs de développement durable, ODD, unir les communautés frontalières en tant que chef de file d'inclusion, de mobilisation et d'autonomisation. Le dossier de candidature complet sera à soumettre pour le 18 avril 2023, début du projet, 4e semestre 2023. DIRLO 4, un projet de 4 ans. Il s'agit du même fonds de financement que le projet Snapshot. La thématique est éducation populaire et la transition écologique. Le dossier de candidature complet sera à soumettre au printemps 23. Début du projet, 4e semestre 2023. Au-delà de ces différents projets, la ville de Grande-Synthe, membre actif du réseau Îles et Villes Frontières, saisit les opportunités pour le développement de nouveaux partenariats et la possibilité de conforter les relations déjà existantes. C'est ainsi, par exemple, qu'elle a proposé à la ville de Suwałki, jumelée depuis 45 ans, sa participation au sein du projet Sublime. Aussi, dans cette perspective de développement, il est nécessaire de conforter un contrat de projet à temps plein pour le développement des différents projets énoncés et saisir les différentes opportunités tout en favorisant et rapprochant les projets dans le cadre des relations internationales. Le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi non permanent de chargé de projet développement européen à temps complet à compter du 5 avril 2023, relevant du cadre d'attaché territorial catégorie A, afin de mener à bien et développer les projets identifiés ci-dessus. Cet emploi est créé pour une durée de 4 ans à compter du 5 avril 2023 jusqu'au 4 avril 2027 inclus. Le présent contrat pourra faire l'objet d'une prolongation si les projets énoncés ne sont pas terminés dans la limite totale de 6 ans. En outre, l'agent recruté sur cet emploi
sera chargé des fonctions suivantes: assistance et conseil dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de la collectivité en matière de projets européens, établir un diagnostic des dispositifs, acteurs et bénéficiaires potentiels présents sur le champ des relations européennes de la collectivité, articuler la stratégie de développement territorial de la collectivité avec les politiques et programmes européens, concevoir et mettre en œuvre un dispositif de gestion, de suivi de contrôle et d'évaluation des programmes, conseiller et orienter la collectivité sur les démarches à suivre et les sources de financement. Quant au profil, le candidat devra connaître les étapes du cycle du projet et maîtriser parfaitement l'anglais, à l'oral comme à l'écrit. Il devra être en mesure de travailler en réseau tout en fédérant les parties prenantes autour du projet et en maintenant la posture politique de la collectivité. Le candidat retenu devra justifier d'une expérience professionnelle similaire ou en lien avec le poste proposé et devra détenir au minimum un diplôme de niveau 5, Bac+2. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Chabab. La même question que précédemment. C'est un poste, j'imagine, subventionné également. Et est-ce qu'on pourrait être informé des travaux menés par ces chefs de projet, puisqu'on en a recruté pas mal et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours, donc ce serait intéressant d'avoir des avancées des travaux. Alors pareil, si c'est retenu au niveau européen, pareil, ce sera un poste finançable à hauteur de 80%, comme les autres postes. Alors ce n'est pas des emplois qui se cumulent, puisque la fin d'un projet amène la création d'un nouveau projet, donc il n'y a pas de superposition de postes. Il y aura un nouvel appel sur ce poste, bien entendu. Mais bien entendu, on fera parvenir les résumés, on demandera au service concerné, le service Relations internationales, de vous donner tous les éléments nécessaires. D'autres demandes de prise de parole? Madame Afaska. J'ai juste une petite question concernant l'accueil des partenaires en juin 2022. Il s'agissait de quels partenaires précisément? Parce que j'en ai pas eu l'information. Alors, comme Madame Desmazières l'a dit tout à l'heure, on a organisé une manifestation sur une semaine, la semaine de l'exil. Il y avait eu une grande publicité qui avait été faite au sein de la ville. Sur les conséquences du Brexit pour les réfugiés sur le territoire. Et on avait eu un témoignage poignant, je sais que Keltoum s'en souvient, d'un des acteurs du sauvetage qu'il y avait eu en mer à Lampedusa, quand il y avait eu un peu plus de 200 personnes qui étaient décédées, qui est venu témoigner à l'Atrium le samedi après-midi. Il y avait pas mal de manifestations également qui avaient été organisées sur la ville autour de ce sujet. Merci Benoît. D'autres demandes de prise de parole? Non, on peut passer au vote. Sur la délibération 2, y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 3, c'est la présentation du rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes. Nathalie. Oui, donc en l'absence de Véronique Pack, qui est bien sûr déléguée à ces questions d'égalité femmes-hommes. En application de la loi numéro 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, articles 61 et 77 de la loi, les communes doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Cette présentation a lieu préalablement au débat sur le projet de budget. Les modalités et contenus de ce rapport ont été précisés par décret numéro 2015-761 du 24 juin 2015. Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation, vie professionnelle, vie personnelle. Au-delà de l'état des lieux, il doit également comporter un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et il décrit les orientations pluriannuelles. Le rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes 6 juin est présenté préalablement au débat sur le projet du budget de l'exercice 2023. Il est donc demandé à l'Assemblée de prendre acte de cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole?
Il n'y a pas de vote, hein, c'est juste une présentation, donc je vous en remercie. Et on passe au point numéro 4, qui est la subvention exceptionnelle pour le séisme, pour les victimes du séisme, plutôt en Turquie et Syrie. Donc je vous propose de contribuer à l'aide apportée aux victimes du séisme survenu en Turquie et en Syrie le 6 février dernier, et de participer ainsi à l'élan national de solidarité. Je propose donc de faire un don de 5 000 € au Secours populaire du Nord. En effet, un séisme de magnitude de 7,8 a frappé le sud de la Turquie et de la Syrie. Les premiers bilans font état de milliers de victimes décédées, blessées, sans abri et de très importants dégâts. Au-delà du terrible bilan humain et des milliers de victimes des deux côtés de la frontière turco-syrienne, les craintes sur les conséquences de l'après-séisme sont très vives. Les réseaux d'eau et d'électricité sont détruits. Et selon l'ONU, 23 millions de personnes seraient exposées à des risques majeurs. Risque de mourir de faim, de froid ou de maladie. Le choléra ayant déjà refait son apparition dans les zones sinistrées. L'ONU estime que ces dangers risquent de provoquer un bilan humain pire que celui du séisme lui-même. Il apparaît donc important que la ville de Grande-Synthe participe à cet élan de solidarité. Ainsi, une subvention exceptionnelle de 5 000 € est donc proposée au vote de l'Assemblée délibérante. Les crédits seront prévus lors du vote du BP 2023 au chapitre 67, article 67-48. Je vous demande donc de bien vouloir voter cette subvention exceptionnelle de 5 000 € et de pouvoir la verser donc au Secours populaire du Nord afin de venir en aide aux populations touchées par le séisme en Turquie et en Syrie et de m'autoriser à signer tous les documents en lien avec cette subvention. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Chabab. Alors, à notre tour, nous souhaitons aussi saluer la générosité, l'élan de solidarité des habitants de notre commune, ainsi que des associations qui se sont pas mal mobilisées. Alors, je sais qu'il y a des habitants qui se sont aussi organisés pour acheminer un camion voilà, en Turquie. L'acheminement en Turquie des dons venant de toutes parts semble possible. Pour autant, pour la Syrie, c'est, semble-t-il, beaucoup plus compliqué avec l'embargo américain. Est-ce qu'on en sait plus par rapport à ça? Parce que c'est quand même une situation assez dramatique. Quand j'entends qu'il y a des maladies comme le choléra qui refait surface, je ne sais pas. Alors c'est peut-être... On n'a pas forcément d'indication sur la nature des relations et les autorisations de la part du gouvernement syrien. C'est pour ça qu'on a fait le choix de passer avec l'association Secours populaire du Nord, Secours populaire français, qui, eux, malheureusement, ont l'habitude d'intervenir dans les zones de guerre ou les zones de sinistre. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec eux aussi bien pour l'envoi des 15 palettes qui ont été réceptionnées par les dons des grands Satois, que je remercie encore pour leur solidarité et leur bienveillance. Et effectivement, on travaille avec eux qui vont participer à l'acheminement des 15 palettes et qui vont aussi redistribuer, dans le cadre de leur action humanitaire, ces 5 000 €, qui est une petite goutte d'eau, mais c'est une petite goutte d'eau qui font les grands fleuves. Oui, c'est ce qu'on avait fait aussi pour l'association des sauveteurs. Oui, tout à fait, la SNSM. Et moi, ce qui m'interpelle vraiment dans ce genre de situation, c'est le maintien de cet embargo, quand on prend en otage toute une population, enfin toutes ces victimes. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me frappe, de maintenir l'embargo sous le silence de tous les pays du monde. Je trouve ça assez surprenant. On a vraiment passé un cap dans la société dans laquelle on vit, je trouve. Et voilà, ça m'interpelle. Nous l'entendons. Pour cette délibération, y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. On passe au point urbanisme, affaires foncières et immobilières. Et je passe la parole à Albert Dacosta pour la délibération numéro 1, déclassement de la parcelle cadastrée BH 643, avenue du Baroque. Merci, monsieur le maire. Donc, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Synthe est propriétaire de la parcelle cadastrée BH 643 d'une superficie de 49 mètres carrés. Cette parcelle située avenue du Baroque, la ville a fait l'objet d'une demande d'acquisition de la parcelle cadastrée par monsieur et madame Meda Sofiane, propriétaire de la parcelle BH 513, propriété 6-7 rue du Moulin-on-de-Marque. Monsieur et madame Meda bénéficient actuellement d'un droit de jouissance précaire et révocable à tout instant sur la parcelle. Droit de jouissance qui leur a été accordé par la ville en avril 2015. Par courrier, monsieur et madame Meda ont déposé une demande d'acquisition portant sur la parcelle BH 643 qui longe leur propriété. À cette fin, il conviendrait au préalable de procéder au déclassement de la parcelle cadastrée d'une superficie de 49 mètres carrés qui appartient au domaine public de la collectivité. Il est demandé à l'Assemblée de prendre acte de cette délibération. Merci, monsieur Dacosta. Les demandes de prise de parole?
On peut donc passer au vote sur cette délibération. Est-il des avis contraires? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au contrat marché, l'état récapitulatif des marchés lancé en procédure adaptée depuis le 5 janvier 2023. Donc, il vous a été transmis aux membres du conseil municipal. Demande-t-il des interpellations de vote par ou des demandes de précision? Non. Donc, comme c'est un état récapitulatif, il n'y a pas de vote. C'est pour information. Donc, je vous en remercie. On passe à la programmation et je passe la parole à Nicolas Damy pour la délibération numéro 1, la dotation de soutien à l'investissement public local 2023 sur le projet borne de recharge électrique. Merci, Monsieur le maire. La dotation de soutien à l'investissement public local, créée par la loi des finances 2016, est désormais inscrite dans le Code général des collectivités territoriales à l'article 2334-42. Pour l'année 2023, la DSIL est composée d'une enveloppe unique déléguée au préfet en début d'année. Elle sera mobilisée pour soutenir notamment les projets qui concourent au développement écologique des territoires, qui renforcent leur attractivité et augmentent leur résilience au changement climatique. La dotation a vocation à soutenir les projets des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, encore appelés EPCI, à fiscalité propre dans des domaines prioritaires. Cette dotation est destinée au soutien de projets de rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, développement du numérique et de la téléphonie mobile, création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants. Une attention particulière sera apportée aux projets répondant aux besoins des territoires et entrées, à la réduction de l'empreinte énergétique sur l'environnement et à la diminution des factures énergétiques sur le budget de fonctionnement des collectivités au travers de la rénovation des bâtiments ou de la modernisation des équipements par des énergies renouvelables, biomasse, solaire, pompe à chaleur, géothermie ou des outils de maîtrise et de pilotage de la consommation. Au développement écologique et à la qualité du cadre de vie dans le cadre de la trajectoire ZAN de zéro artificialisation nette, travaux d'espace public renforçant la place de la nature en ville, lutte contre les îlots de chaleur. Au développement de la mobilité du quotidien, notamment la mobilité douce, les pistes cyclables, le covoiturage et l'autopartage, par exemple avec des parkings relais. Le soutien financier porté par l'État sera donc affecté en priorité aux projets d'investissement présentant dès à présent une maturité suffisante. Le taux de subvention sollicité au titre de la DSIL ne doit pas excéder 40% du coût total hors taxe de l'opération. Le maître d'ouvrage doit assurer une participation financière minimale de 20% de la dépense subventionnable. Une subvention au titre de la dotation peut être cumulée avec toute autre subvention dans le respect de ce financement minimum. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de solliciter cette dotation pour les travaux de projet, travaux d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques aux abords de 4 bâtiments publics. Le plan de financement est le suivant. Montant total hors taxe de la dépense, 207 000 €. Financement de la ville, 113 400 €. Montant demandé par la subvention dans le cadre de la DSIL, 82 800 €. Il est demandé à l'Assemblée de prendre acte sur cette délibération. Merci. Merci Nicolas. Est-il des demandes d'intervention sur ce sujet? Non. Donc on peut passer au vote. C'est une belle initiative qui est portée par la ville pour justement équiper en bornes de recharge électrique, parce qu'on en aura bien besoin, et à proximité des équipements municipaux. Donc on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? C'est vraiment pour demander la subvention de toute façon. Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point numéro 2 sera présenté par Karim Ouattouil et c'est aussi la dotation de soutien à l'investissement public local sur le projet Parcours de pêche au Puitouk. Merci, Monsieur le maire. Alors, au niveau des projets d'investissement portés par la ville de Grande-Synthe, il apparaît justement que 4 projets peuvent répondre aux thématiques de cette dotation. Les travaux de remplacement de 2 passerelles, aménagement d'un ponton pour personnes à mobilité réduite et cheminement d'accès au parcours pêche du Puitouk. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de solliciter cette dotation pour les travaux du projet remplacement de 2 passerelles, aménagement d'un ponton pour personnes à mobilité réduite et cheminement d'accès parcours pêche du Puitouk. Le plan de financement est le suivant. Montant total hors taxe
315 000 €. Financement ville, 189 000 €. Le montant demandé pour la subvention dans le cadre du DSIL est de 126 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de prendre acte de cette délibération. Même punition que pour le projet précédent. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Pareil, on va chercher des financements pour équiper en passerelle le Puy-Touques. On peut directement passer au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Michel Dassonville, qui est à côté de moi, va vous parler donc de l'investissement public local 2023 sur le projet Camus. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de solliciter cette dotation pour les travaux du projet, travaux d'étanchéité d'une toiture terrasse et mise en place d'une ventilation double flux au centre médico-psychologique Albert Camus. Le plan de financement est le suivant. Montant total hors taxe 135 000 €, financement ville 81 000 €, montant demandé pour la subvention dans le cadre du DSIL 54 000 €, total TTC 162 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de prendre acte sur cette délibération. Merci Michel. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et le dernier, c'est la fibre optique qui va être présentée par Patrick Juste. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de solliciter cette dotation pour les travaux du projet, travaux de raccordement, la fibre optique, boucles 2 et 3 entre divers bâtiments communaux. Le plan de financement est le suivant. Un montant total de 350 000 € hors taxe, le financement de la ville pour 210 000 € et le montant demandé pour la subvention dans le cadre du DSIL, 140 000 €. Merci Patrick. Et tu m'as dit que la boucle 1 était bientôt finie, c'est ça? La boucle 1 est terminée, on va dire mi-mai 23. Voilà. Donc on avance bien aussi sur on avance bien la les fibre autres. optique. Voilà. Je sais que c'est une demande importante de la part de nos concitoyens. Et à terme, on aura 90 bâtiments reliés sur la ville. Okay. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce projet numéro 4 sur la fibre optique? Non, donc on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et ça me permet de remercier le travail des services qui vont chercher les subventions. C'est important maintenant dans nos plans de financement aussi de prendre l'habitude d'aller chercher l'ensemble des subventions que nous pouvons aller chercher sur différents dossiers. Et vraiment remercier les services pour leur abnégation sur cet item. On passe aux finances et je passe la parole à Benoît Cuvillier pour le rapport d'orientation budgétaire 2023. On n'a plus le droit de dire débat. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, nous avons pour coutume à cette période de l'année de définir les grandes orientations budgétaires de notre collectivité. Ce débat au sein de notre conseil municipal est régi par le Code général des collectivités territoriales et fait suite au rapport d'orientation budgétaire qui vous a été communiqué avec les documents préparatoires du présent conseil. Je sais que chacun d'entre vous a fait lecture des documents et afin de fluidifier les débats et de garder un axe pédagogique, je vais me permettre d'arrondir les grandes masses budgétaires présentées ce soir. Le débat d'orientation budgétaire est avant tout un grand moment de démocratie locale. Il permet de définir ensemble les contours du budget primitif qui vous sera présenté prochainement. Ce débat est un moment économique et surtout politique, car il est l'occasion pour moi de montrer le haut niveau d'ambition de Monsieur le maire et de son groupe majoritaire. Mais avant d'entrer dans le vif du budget, je souhaite préalablement remercier sincèrement Stéphanie Fournier et l'ensemble de son équipe à la direction des finances pour la qualité du rapport qui vous a été communiqué. Je peux vous dire que l'exercice est, depuis 2020, bien plus complexe pour le service et l'adjoint en finances que je suis, tant le contexte économique mondial est particulier. 2 années de crise sanitaire, une guerre aux portes de l'Europe, une inflation record depuis de nombreuses années, des décisions gouvernementales hasardeuses, des absences de compensation financière, une crise de l'énergie, sont autant de paramètres qui rendent très mouvant le budget des collectivités locales, y compris pour la ville de Grande-Synthe. Depuis 3 ans, nous avons su nous adapter et répondre aux besoins de nos concitoyens en conservant un haut degré de service public et les grands indicateurs de nos finances locales viennent corroborer mes propos.
J'évoquerai à titre d'exemple notre engagement politique en 2020 de ne pas augmenter le taux communal d'imposition ou encore le taux de l'annuité de notre dette qui est de 2,8, bien en dessous de la moyenne nationale des autres communes de même strate. Enfin, une dernière donnée avant d'évoquer le cœur de notre budget, notre volonté politique à investir pour l'avenir de notre ville pour un montant de 13 millions d'euros. Comme vous le savez, les recettes de fonctionnement sont essentiellement composées de dotations figées, ne bénéficiant pas de l'inflation, bien au contraire. Elles se décomposent à l'accoutumée avec l'allocation de compensation et la dotation de solidarité communautaire qui représentent 60% du montant global. L'ACS s'élève à 33,2 millions, la DSC à 7,2 millions. La dotation de solidarité urbaine versée par l'État représente quant à elle un montant de 6,3 millions. À l'heure où beaucoup de maires sont contraints d'augmenter leur taux d'imposition pour clôturer leur budget, à Grande-Synthe, nous avons, comme chaque année, tenu notre engagement à ne pas faire contribuer nos concitoyens. La fiscalité des ménages représente 17% de nos recettes pour un montant de 11,1 millions. Afin d'évoquer les recettes de notre budget, c'est toujours l'occasion aussi pour moi de remercier, comme Monsieur le maire vient de le faire, l'ensemble des services pour le travail réalisé chaque année, et plus particulièrement dans la recherche de subventions, comme on l'a vu ce soir, qui représente 5% de nos recettes globales sur notre budget. Le montant global des recettes pour l'année 2023 devrait atteindre un montant quelque peu supérieur à 69 millions d'euros, ce qui représente une très légère augmentation d'1,8% comparativement à 2022. Face à ces recettes majoritairement figées, face à une inflation estimée à 6% pour l'année 2023, face à l'augmentation folle des prix de l'énergie, nous avons la volonté politique de préserver les finances de notre ville en proposant une augmentation générale des dépenses maîtrisée pour une hausse globale envisagée en dessous des 2%. L'exercice n'est pas simple quand nous connaissons l'ensemble des contraintes que nous avons subies en 2022 et que nous subirons probablement en 2023. La masse salariale représente le plus gros poste de dépense de notre collectivité. Ce choix assumé depuis longue date à Grande-Synthe, tant les élus que nous sommes sont attachés au service public, requiert une attention toute particulière, avec une véritable politique d'accompagnement des agents municipaux. En témoigne récemment la concertation avec les organisations syndicales permettant le vote lors du précédent conseil et la mise en place du RIFZEP, ou encore notre volonté à favoriser la communication interne avec le journal des agents, intitulé « Comme nous ». Les dépenses en personnel représenteront 41,2 millions, soit 63% de nos dépenses de fonctionnement. Ce poste de dépenses en hausse s'explique principalement par la mise en œuvre de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5%. Cette décision, que je salue et qui est bénéfique pour nos agents, puisque cet indice n'avait pas été augmenté depuis 10 ans, occasionne un surcoût d'1,2 million pour nos finances locales. Pour les charges à caractère général, nous avons aussi pris nos responsabilités d'élus, de bons gestionnaires, en travaillant sur une fine analyse des besoins de l'ensemble des services. Avec notre ambition sans faille d'offrir un service de qualité à destination de notre population, nous avons fait l'effort de maîtriser les dépenses, malgré, je le rappelle, une inflation à 6%, malgré ici, encore une fois, des dépenses supplémentaires contraintes. C'est le moment pour moi d'évoquer le surcoût de l'énergie, qui, dans des proportions folles pour les collectivités comme pour les ménages, a eu des répercussions significatives et surtout négatives pour les budgets de chacun. Cette augmentation démesurée a amputé ce chapitre de 2,2 millions de surcoûts. Bien évidemment, encore une fois, non compensés par l'État. Fort heureusement, les efforts réalisés à travers le plan de sobriété énergétique que nous avons porté, de notre capacité à vouloir toujours faire mieux avec des moyens constants, voire en baisse, permettront aux habitants cette année encore de retrouver l'ensemble des manifestations portées par la ville, comme les estivales, le Noël scintillant, permettront encore d'accéder à la culture, à l'éducation, à la restauration scolaire, aux loisirs, au sport, au repas des seniors, le tout avec une tarification adaptée aux bourses de chacun et un service de grande qualité. Nos valeurs de solidarité nous amènent à reconduire la subvention du CCAS à hauteur de 2 millions, afin de permettre aux habitants les plus démunis de faire face aux crises successives que nous traversons. Ainsi, le minimum social garanti sera de nouveau mis en place sur notre commune, permettant à de nombreuses familles d'être accompagnées financièrement et administrativement vers un retour à l'autonomie et la dignité. Véritable ciment social de notre ville, les associations bénéficieront également d'une enveloppe budgétaire préservée. Elles sont aussi en première ligne sur les crises que nous traversons. Elles sont, selon nous, la pierre angulaire du vivre ensemble qui nous est cher. En 2022, c'est plus de 140 associations qui ont été accompagnées par la ville. Les dépenses de fonctionnement qui seront présentées au BP auront un montant global de 64,8 millions d'euros.
Construire la ville de demain est aussi notre ambition et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous évoquer notre détermination à investir. Pour 2023, 13 millions d'euros permettront de mener de nombreux projets structurants. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces projets en page 34 du rapport d'orientation budgétaire. Il me semble pour autant nécessaire d'évoquer un certain nombre d'entre eux. À commencer par notre plan école pour un montant de 770 000 euros, fléché cette année sur l'école Buffon, et à la mise en place également de cours végétalisés. Toujours en lien avec l'éducation, nous poursuivrons l'investissement sur le campus à hauteur de 100 000 euros pour permettre à nos jeunes d'être dans des conditions optimales d'apprentissage. Pour une ville plus solidaire, plus écologique et plus participative, nous investirons également dans les jardins populaires à hauteur de 120 000 euros. Pour une ville de loisirs, de sport et de bien-être, nous poursuivrons les travaux de la piscine Léo Lagrange, du stade Calcoun, les parcours de pêche ou encore la rénovation du City Stade de l'espace jeune de l'Albec. Afin de rendre notre ville plus sûre, nous verrons apparaître lors de l'année 2023 la vidéosurveillance plébiscitée par nos concitoyens lors de la campagne électorale pour un montant d'1 million d'euros. Enfin, pour permettre à nos agents de travailler dans de bonnes conditions et d'offrir un service public de qualité à notre population, nous allons travailler à la reconstruction des bâtiments des services techniques détruits lors de l'incendie. En parallèle de cela, de nombreux investissements seront destinés à entretenir le patrimoine existant de la ville. Afin de financer tous ces beaux projets, nous retrouvons en recettes les subventions pour plus d'1,3 million, des recettes exceptionnelles, notre capacité d'autofinancement pour un montant de 5,8 millions et un emprunt de 4,2 millions d'euros. La possibilité de recours à l'emprunt n'impactera que de manière minime les finances locales. Notre stock de dette a été divisé par 2 sur les 7 dernières années et représente 12 millions d'euros. L'annuité de la dette est de 2,8 ans, ce qui est très loin et très éloigné des seuils d'alerte qui sont aux alentours de 12 années. Il est cependant nécessaire de rappeler que cet emprunt sera contracté en fonction des besoins de la collectivité. Avant d'arriver aux conclusions de cette présentation, je souhaite rapidement évoquer le budget annexe pour lequel vous retrouverez avec précision l'ensemble des éléments en page 50. Il est à noter, comme fait marquant, l'investissement réalisé dans le cadre de la rénovation de l'intégralité des sièges de la salle du cinéma Le Varlin. Cet investissement sera essentiellement subventionné grâce, encore une fois, à la compétence des agents et du conseil d'administration qui a sollicité des ressources financières, les financements possibles. Avant de vous laisser la parole et de commencer ce débat d'orientation budgétaire, je souhaite apporter une conclusion à cette présentation. Je commencerai par remercier une nouvelle fois les services, comme ça a été fait ce soir, et la capacité des agents à s'adapter à ce contexte économique si particulier. Maintenir un haut degré de service public, qualitatif, demande aux élus et aux services, parfois de l'ingéniosité, afin de toujours faire plus avec moins. Cela n'érode bien évidemment pas la volonté de Monsieur le maire et de l'équipe municipale à prôner et défendre des valeurs de gauche qui sont les nôtres au sein de cette majorité. Et cela transpire encore une fois à travers cette présentation. Faire plus avec moins, c'est probablement la volonté d'un président et d'un gouvernement déconnecté des réalités locales. Peu surprenant quand nous savons que notre président n'a jamais effectué de mandats locaux. Il restera dans l'histoire de nos concitoyens comme le président de la casse sociale avec la suppression de l'ISF, la réforme du Pôle emploi, la réforme des retraites, grignotant jour après jour nos acquis sociaux en dépit d'un refus massif du peuple français. Je vous invite d'ailleurs, toutes et tous, à vous mobiliser lors de la manifestation du 7 mars prochain. Il restera dans l'histoire comme le détracteur du service public de proximité, pourtant premier bouclier social des Français. Pour la ville de Grande-Synthe, la facture est lourde. 7,7 millions depuis 2016 de contributions au redressement des finances publiques. 3,5 millions de dépenses supplémentaires non compensées en 2022. Nous avons récemment interpellé Madame la députée sur le sujet et j'invite l'ensemble de notre conseil municipal à l'unanimité à s'associer à cette interpellation afin de défendre notre collectivité pour que Grande-Synthe continue d'être une ville où il fait bon vivre, une ville vectrice de lien social, de solidarité, d'innovation sociale et écologique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à prendre part au débat. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Chabab. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du Conseil, mesdames et messieurs,
Avant de commencer mes propos, tout comme M. Cuvelier, permettez-moi de remercier au nom des élus du collectif Grande-Synthe en transition les services de la ville pour la grande qualité du travail entrepris pour la préparation de ce rapport d'orientation budgétaire qui est vraiment un travail extrêmement conséquent. L'année 2022 aura été marquée par une inflation historique. D'abord avec les prix de la consommation qui ont augmenté de plus de 6%, accélérant la baisse du pouvoir d'achat. Et après l'essence et les denrées alimentaires, c'est l'électricité et le gaz qui ont vu leur prix s'enflammer. Dépenses pourtant incontournables pour les ménages. Aujourd'hui, cette inflation poursuit sa course effrénée qui présente déjà des effets dévastateurs, aussi bien du point de vue économique que social. Les entreprises et les administrations n'y échappent pas non plus. D'ailleurs, notre ville n'a pas été épargnée avec ses 24% d'augmentation des charges courantes, sans aucune aide ni compensation de l'État. Bien au contraire, puisque malgré cette nouvelle crise, cette année encore, nous contribuerons au redressement des finances publiques à hauteur, encore une fois, de 1 020 000 € qui seront ponctionnés sur notre budget. S'ajoute à ces restrictions la baisse progressive de la dotation de solidarité communautaire enclenchée il y a 2 ans. S'agissant du pacte de confiance, nous avons certes bénéficié d'une année de sursis du fait de la conjoncture défavorable en 2023, mais il risque de nous être imposé l'année prochaine avec les contraintes drastiques que l'on connaît. Le plus alertant reste l'augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 7% qui amène notre taux d'épargne brute au seuil critique de 6,7%, et ce, malgré une légère augmentation des recettes de 2,2%. Et la perception des indemnités des sinistres ne relèvera que de très peu ce seuil critique. Quant aux dépenses énergétiques, elles continueront d'augmenter sans que la ville ne puisse bénéficier d'aide du fait de son non-éligibilité au dispositif filet de sécurité, ce qui est scandaleux. Cette aide aurait été précieuse puisqu'elle intervient aussi bien sur les charges courantes que sur les dépenses de personnel. Et justement, sur ce poste de dépenses, nous constatons une augmentation de la masse salariale qui a évolué de 1,7 million d'euros, soit 4,3% supplémentaires. Alors certes, l'augmentation du point d'indice tant attendue par les agents de catégorie C, la revalorisation des salaires, l'augmentation du SMIC, entre autres, peuvent expliquer cette augmentation. Pour autant, la progression des 10 plus gros salaires de la ville qui atteint aujourd'hui 728 000 € et l'augmentation des effectifs passant de 900 agents en 2020 à 1110 en 2022 interrogent. Comment comptez-vous contenir cette masse salariale qui représente aujourd'hui 63% des dépenses de fonctionnement, alors que les recettes sont quant à elles vouées à diminuer d'ici 2027? Et là, j'évoque la DSC qui représente plus de 10% de recettes actuellement. Cette dégradation financière de notre ville est inédite car le taux d'épargne brute n'a jamais atteint un seuil aussi bas. Ce n'est pas le seuil d'alerte qui est activé aujourd'hui, mais bel et bien le seuil critique. Et les mots ont du sens. Par conséquent, et vous en conviendrez, des mesures doivent impérativement être entreprises pour juguler ces dépenses de fonctionnement, sans quoi les marges de manœuvre se réduiront très rapidement, laissant entrevoir un avenir incertain pour notre ville. Il est donc urgent d'agir. En ces temps troublés par des crises successives, par la guerre en Ukraine qui perdure, dans un contexte socialement tendu, avec la réforme injuste des retraites qui succède à la casse de l'assurance chômage, de l'hôpital, de l'éducation, l'échelle locale doit rester une source de soutien inconditionnel pour la population, comme elle l'a toujours été. Garantir l'accès aux services essentiels des habitants et apporter écoute et accompagnement aux plus fragiles, tout en assurant une veille à l'équilibre budgétaire est primordial. Cette impérieuse nécessité doit être traitée de manière urgente les mois à venir afin de réinstaurer une sérénité financière durable au sein de notre commune comme elle l'a toujours connue. Soyez assurés que nous y veillerons avec la plus grande attention. Merci de votre écoute. Je peux répondre ? Alors, je partage quelque peu vos inquiétudes et votre analyse. Je vais quand même la pondérer parce que les chiffres, vous savez, moi j'ai toujours dit, lorsque j'étais adjoint en finance, et je l'ai été pendant 2 mandats, que les chiffres pouvaient se dégrader et se rétablir assez rapidement selon certains items. Par exemple, si on réimputait, et c'est la loi qui ne nous permet pas, parce que dans le fonctionnement, alors que c'est dans le compte de fonctionnement, les 2 millions d'euros qu'on a reçus sur le sinistre incendie, notre épargne brute remonterait à 10% à peu près. Ce qui, on n'a pas le droit aujourd'hui. Par contre, cet agrégat va bien entendu être pris en compte par les organismes bancaires. Donc aujourd'hui, c'est 6,7% sans ces 2 millions d'euros qui sont pourtant dans la section de fonctionnement, mais qui ne sont pas indiqués dans le calcul de l'épargne brute. Donc en trésorerie, on est plutôt bien.
mais c'est vrai que sur cet agrégat-là, on est un peu moins confortable cette année. On aurait pu en prendre d'autres, hein, parce que vous auriez pu parler du stock de dette qui était l'année passée de 14,3 millions d'euros, qui est passé à 12,1 millions d'euros. Vous auriez pu reprendre le ratio de désendettement qui était de 2,8 années en 2022, qui est de 1,29 années en 2023. Vous auriez pu reprendre l'encours de la dette qui était de 526 euros par habitant l'année passée et qui est de 439 euros par habitant cette année. Donc vous voyez, à un moment, quand on dit les chiffres, on peut tous les dire. Et je pense que c'est un petit peu l'honnêteté intellectuelle qu'on doit avoir. J'ai eu l'occasion de le dire à la presse, et vous l'avez peut-être suivi, moi, je n'ai pas brillé la fonction de maire pour être un comptable public. Et je suis élu comme maire, et je pense que l'ensemble du conseil municipal, tout au moins le groupe majoritaire, est aussi élu pour mettre en place des politiques sociales et des politiques envers nos habitants. Et si on n'a plus les moyens de les mettre en place, je pense que ce serait un désastre pour le vivre ensemble sur la ville de Grande-Synthe. C'est pour ça qu'on continue nos efforts d'investissement. Ce sera la création du 7e jardin populaire, par exemple, la réfection du City-Stade à l'Albec, à qui on a bien besoin dans le parc de l'Albec, et aussi la mise en place, par exemple, d'aires de jeux dans différents quartiers de la ville, parce que c'est un besoin, c'est aussi une nécessité pour nos populations. C'est aussi le soutien avec vigilance et avec coordination avec nos associations pour les aider financièrement et aussi les aider à passer ce mauvais passage qui est celui de cette crise financière. Après, effectivement, notre comptabilité s'est quelque peu dégradée. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que le gouvernement tape en premier lieu sur les collectivités locales et que le but du gouvernement, c'est d'asphyxier les collectivités locales. Je vous rappelle qu'on est les seuls aujourd'hui à devoir présenter des budgets équilibrés et qu'on est le poumon financier de l'État qui nous fait bien comprendre. Et vous l'avez dit, et là je vous rejoins, lorsque l'inflation est à 6%, lorsque le point d'indice a été augmenté de 3,5%, qui est une mesure juste d'ailleurs, qui n'est même pas à hauteur de l'inflation. Il aurait dû être à minima être augmenté de 6%, le point d'indice des agents de notre collectivité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et surtout, et Nathalie me le dit à l'oreille, ça n'a pas été compensé. Donc effectivement, on a cette double peine aujourd'hui sur la ville de Grande-Synthe. On a même une triple peine qui est celle des fluides, puisque effectivement, nous, on est particulièrement touchés par les fluides. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme on a beaucoup d'équipements municipaux, eh ben, mathématiquement, on est plus impacté qu'une ville qui a moins d'équipements que la nôtre. Pareil pour la masse salariale. Comme on a une masse salariale importante, ben, les 3,5%, effectivement, ça fait plus d'1,2 million sur une année d'augmentation. D'ailleurs, on a aussi eu des discussions dans le cadre de la mise en place de la RIFSEP. On l'a mise en place lors du dernier conseil municipal. On a aussi pris la responsabilité pour accompagner nos agents, d'augmenter la rémunération de base pour les plus bas salaires, en particulier catégorie C, de NBI, avant ça s'appelait maintenant RIFSEP, ça va se passer de 110 € minimum. Il y a des gens qui touchaient 110 € qui vont toucher un minimum maintenant 160 €. Donc c'est aussi notre contribution pour que les plus bas salaires puissent un peu aussi juguler ces effets de cette inflation. Vous savez, je suis pas, et je pense qu'il n'y a aucun membre du conseil municipal qui a un pouce au crime et qui a envie de déstabiliser financièrement notre collectivité. Ce que vous dites sur l'état des finances de la ville, je le comprends, je l'assume, et j'ai même des explications parce qu'on va demander cette année, vous le verrez lors du vote du budget primitif, on va travailler sur des économies, on a demandé à nos services d'envisager 10% d'économies. Souvenez-vous, on l'avait déjà fait il y a une paire d'années et ça s'était plutôt bien passé parce qu'il faut aussi qu'on restructure, il faut aussi qu'on réfléchisse sur la masse salariale. Ben, pas plus tard que jeudi prochain, on va passer une matinée avec 40 cadres de la collectivité pour envisager ensemble les mesures d'économie à mettre en place parce que effectivement, il faut tenir compte de la masse salariale et il ne faut pas qu'elle puisse déborder. Alors, lorsque vous parlez d'augmentation de la masse salariale, effectivement, on a aussi intégré dans la fonction publique des agents qui étaient depuis des années en contrat, vous savez, ces fameux 6 mois, 12 mois, 18 mois, sur lesquels je demandais aux services d'ailleurs de travailler aussi. On a quand même intégré pas mal de personnes pour les stabiliser. Je pense au contrat 22 heures, c'est une vingtaine de contrats qui ont été signés. Donc, on revendique, et moi j'assume le fait aussi, qu'on augmente en termes d'effectifs. Pour autant, il nous faut juguler cette masse salariale et travailler autrement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai demandé par exemple aux services de travailler sur des contrats maintenant de remplacement sur le plus long terme, des contrats certainement de 12 ou 13 mois, mais avec un accompagnement de la maison d'initiative pour pouvoir, pendant ce moment-là, former les gens et les amener aussi sur l'emploi privé ou l'emploi dans d'autres collectivités. Donc,
Nos items sont plutôt bons, sauf celui de l'épargne brute. Et je le redis, si on avait intégré ces 2 millions d'euros, on serait plus proche aujourd'hui des 10% d'épargne brute que les 6,7. Mais effectivement, on va passer une année 2023 à aller chercher des subventions. C'est les délibérations qu'on vient de passer avant, parce qu'on n'avait aussi pas forcément dans nos gènes d'aller suffisamment chercher les subventions par le passé à la ville de Grande-Synthe. Et aussi, on va restructurer. Alors, c'est toujours difficile à faire. On n'a pas envie, lorsqu'on fait de la politique, on ne se lève pas le matin en voulant restructurer, en tapant sur les gens. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de ça, mais aussi on a conscience qu'il faut aussi qu'on travaille sur notre masse salariale. Donc il y aura aussi, lors des départs en retraite, des personnes qui ne seront pas remplacées, et on supprimera certaines couches intermédiaires de direction. On va retravailler aussi sur nos pôles pour pouvoir garder le même service et même augmenter le service à notre population, pas pour faire plaisir, mais parce que notre population en a vraiment besoin, et c'est vraiment une alerte sociale qu'on a ici à Grande-Synthe, sans obérer le service public, mais en rationalisant. Et je vous dis, on aura une réunion déjà jeudi matin, on a déjà travaillé, on imagine aussi à retravailler peut-être aussi sur la tarification pour les extérieurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tarification extérieure au Grand Saintois. Donc, on a des pistes sur lesquelles on va travailler, mais je ne voudrais pas vraiment pas qu'on dresse un tableau noir et qu'on retienne qu'un agrégat, qu'un item qui peut vite se dégrader, qui s'est très vite dégradé cette année. Je le conçois, mais qui est aussi de notre responsabilité. Vous savez, j'ai été pendant 2 mandats adjoint aux finances. J'ai défendu le fait de gérer en bon père de famille les finances de la ville. Je pense que Benoît est dans cette optique-là, donc il n'y a aucune dérive à ce niveau-là. Par contre, ma crainte, et je finirai par là pour ne pas être trop long, ma crainte aujourd'hui, c'est vrai, et vous l'avez bien dit, aujourd'hui on contribue au redressement des finances publiques. Alors qu'on est éligible à la DCU, on est la 23e ville la plus pauvre de France en tant que revenu par habitant. Et on nous tape dessus. Enfin, c'est incompréhensible. On n'a pas le droit, voilà, on n'a pas le droit au filet de sécurité. Alors c'est pour ça qu'on a interpellé la députée de notre circonscription pour qu'on puisse étudier le cas spécifique de la ville de Grande-Synthe. 23e ville la plus pauvre de France en tant que revenu par habitant. On nous tape dessus en nous retirant de la DGF et on est particulièrement contraint sur notre masse salariale avec l'augmentation des 3,5 points, avec d'autres augmentations aussi, le Ségur de la santé, qui sont des mesures justes, mais qu'on ne sait pas compenser, ça va beau être juste, c'est à charge exclusive de la collectivité. On est dans une ineptie de la façon dont on est traité par les services de l'État aujourd'hui. Il nous faut continuer à lutter. On sera le 7 mars aussi pour lutter, mais pas que. On va aussi organiser une réunion publique à Grande-Synthe pour parler des retraites. On va aussi sensibiliser les gens parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a cette volonté de la part de l'État de taper sur les bons élèves que sont les collectivités territoriales. Et la situation qu'on vit à Grande-Synthe, malheureusement, j'oserais dire, beaucoup de collectivités sont impactées de la même façon, et ce sera de pire en pire si on ne réagit pas et si à un moment on ne montre pas qu'on puisse être solidaire pour défendre les collectivités territoriales, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, l'État a envie de changer le mode de fonctionnement des collectivités territoriales, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus faire d'investissement, qu'on va se recentrer sur nos missions régaliennes. Je rappelle les missions régaliennes d'un État, c'est d'avoir un CCAS, d'avoir un État civil et de s'occuper de la scolarité des plus jeunes. Autrement, et après, on ferme boutique. Et j'ai pas envie de ça. Je l'ai dit à la presse la dernière fois. Moi, je suis pas du tout un maire pour être un comptable public. J'avais envie d'être comptable public. J'aurais soumissionné au Trésor public. Et ils font très bien leur boulot, mais j'aurais été comptable public, mais pas maire de Grande-Synthe. Voilà, on me met 14,7 milliards d'euros en 10 ans de pertes sèches pour les collectivités territoriales. Voilà le tableau aujourd'hui sur lequel on doit travailler. Mais soyez sûrs qu'on a bien tous ces items-là en tête et qu'on y travaille ardemment. Donc la question, c'était comment comptez-vous contenir? C'était bien cette question. On a pointé ensemble particulièrement ce chapitre-là parce qu'on voit qu'il augmente. À l'année prochaine, il va augmenter, ce qui est normal. Il y a glissement, vieillesse, technicité. Donc la question, c'est comment juguler ces dépenses. Vous y répondez avec les actions que vous allez mettre en place. Donc on a bien ensemble pointé la même chose. Après, on dénonce également le non-soutien de l'État, ce qui est complètement scandaleux. Toutes les collectivités devraient être accompagnées sur cette augmentation, sur cette inflation, sur la revalorisation du point d'indice, sur la revalorisation des catégories C. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de compensation, mais comme vous l'avez dit, ça fait plus d'une décennie, on tape sur les collectivités, 14 milliards, voilà, ça résume bien l'attention de... Une revalorisation en plus, il y en aura une en 2023 aussi.
Ce qui est plutôt une bonne chose. Oui, non, mais on est d'accord, mais c'est pas compensé. Voilà. Pas compensé. Mais il faut quand même trouver des leviers pour stopper l'augmentation de ces dépenses, parce qu'avec la baisse de la DSC, principalement, après il y en aura certainement d'autres, qui représentent aujourd'hui 10%, bon, l'attribution compensatrice, elle ne bougera pas, mais il y en a d'autres qui peuvent aussi bouger. Là, on peut se retrouver en grande difficulté. C'est juste ça. Surtout que nous, on a quand même plus des 2/3 de nos recettes qui sont complètement figées. C'est même plus des 2/3 aujourd'hui. Donc on n'a pas ce levier fiscal. On l'a, comment dire, en second rideau lorsque l'État décide d'augmenter ses taux d'imposition par un effet mécanique. On en bénéficie un petit peu, mais nous, on a fait le choix aussi de ne pas augmenter les taux d'imposition en Grande-Synthe parce que pour les raisons que vous savez, ça fait depuis 2001, on était ensemble au conseil municipal qu'on a décidé de ne pas augmenter le taux d'imposition parce qu'on a déjà une population fragilisée et ceux qui paient l'impôt ne sont pas la majorité de nos concitoyens grand-synthois. Donc ça n'aurait pas trop d'effet sur le truc. Donc nous, on a des recettes qui sont quasiment complètement figées. Nos marges de manœuvre, c'est un peu l'effet mécanique de l'augmentation des bases de l'imposition. C'est aussi la recherche de subventions, mais là c'est plutôt sur le secteur de l'investissement. Donc c'est vrai qu'on est serré et qu'on va devoir apprendre à faire aussi bien avec moins. Ça, c'est le grand dame, la grande perspective qui n'est pas réjouissante. Mais on est en train de nous serrer. Alors on a des marges de manœuvre, puis après... effectivement, la responsabilité du politique à un moment, ce sera aussi de faire des choix. Et moi, je suis prêt à assumer ça. Moi, j'ai été élu pour faire des choix. Lorsque ça va bien, c'est facile de faire des choix. Lorsque ça va un peu moins bien, il faut qu'on fasse aussi des choix et qu'on soit tout à fait transparent et pas partir à volo dans une dérive qui pourrait nous emmener dans les abysses. Benoît, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, juste en complément, on partage un peu l'analyse sur la masse salariale et on n'a d'ailleurs pas attendu les recommandations de l'opposition pour pouvoir se mettre au travail, puisque avec Nathalie... Heureusement. Heureusement. Voilà, avec Nathalie, on a décidé de mettre en place une commission avec un suivi mensuel de la masse salariale et puis de travailler sur les petites marges de progression qu'on peut avoir sur le sujet. Je vais vous remercier, Madame Chabab, parce que je l'attendais depuis quelques années d'avoir un véritable débat sur les finances locales et on le devait un peu à nos concitoyens. Donc je suis ravi que ce soir vous ayez bien abordé le sujet, parce que d'habitude on part très régulièrement sur les débats nationaux et là on s'est vraiment concentré sur Grande-Synthe, donc il faut le dire aussi quand on a des échanges intéressants. Nathalie, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Albert? Oui, moi je voudrais juste dire, Madame Chabab, que depuis le temps qu'elle fait de la politique, je pense qu'elle ne devrait pas oublier quand même qu'on a un banquier qui nous dirige et que quand l'État nous donne 2 sous, elle vient en rechercher 4 dans notre poche. Et le quoi qu'il en coûte, on est en train de le payer. Il y a aussi le problème de l'énergie. Moi je ne comprends pas, on remet tous les centrales nucléaires en route et on paye toujours aussi cher l'électricité. Alors, vous parliez de nombre d'emplois à la ville de Grande-Synthe. Mais nos retraites sont bien basées sur les cotisations. Moins il y aura d'emplois, moins il y aura de cotisations pour nos retraites. Et je vous donne rendez-vous le 7 mars, mais croyez-moi, moi j'ai fini, mais vous, ce ne sera pas 64, ce sera 67 ans. Et je finirai par une chose, et il a eu raison Macron quand il a répondu, là. Il a dit « Le peuple m'a élu, le peuple aujourd'hui va payer ». Merci pour cette analyse fine. Juste encore un petit mot. Habituel d'Albert, analyse fine habituelle d'Albert. Encore un petit mot. Je voulais suggérer pendant le débat, mais je vous invite vraiment à rejoindre et à signer cette lettre à destination de notre député et que le conseil municipal se positionne de manière unanime. Je voulais simplement compléter ton propos. Il y a la même démarche qui a été engagée par les sénateurs communistes Éric Bocquet et Madame Gréaume, qui a adressé un courrier pour exiger un rendez-vous, pour demander un rendez-vous à la Première ministre, parce que ils sont allés à la rencontre, ces sénateurs communistes, de plusieurs maires du département, qui ont fait remonter leurs grandes difficultés financières, c'est une réalité. Tout a été dit par Benoît tout à l'heure, que ce soit, ou Martial, que ce soit l'augmentation des fluides, que ce soit évidemment la non-compensation de l'augmentation du point d'indice.
Clairement, je pense qu'il est à soutenir de manière urgente les personnes politiques de gauche qui font de la politique à gauche. Merci, Madame de Mazières. Juste, si je peux me permettre, une petite chose. Je rappelle que les difficultés de la ville elles seront importantes, mais nos concitoyens aussi. Parce que le Mars rouge qui arrive, là, il y a beaucoup de petites retraites, de beaucoup de salaires, de RSA. Les gens vont extrêmement souffrir, là, pour remplir les poches du CAC 40 à 169 milliards de bénéfices. Et si on taxait les super profits, c'est pas une bonne idée, ça? Et si on remettait l'ISF? Voilà, je vous remercie pour la qualité de ce débat. C'est un rapport d'orientation budgétaire donc, qui n'appelle pas de vote. On passe à l'approbation des décisions prises depuis le 1er février 2023. Appelle-t-elle des commentaires ou des demandes explicatives? Non, donc on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. D'abstention non plus, c'est voté à l'unanimité. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous le 28 mars pour le conseil municipal tout aussi intéressant avec le show de Benoît sur le compte administratif et sur le budget primitif. Tout à fait. Voilà, bonne soirée à tous. Merci.